Imaginons un instant qu'on reçoive une page blanche absolue. Mhm. Genre une page blanche pour concevoir une société humaine parfaitement fonctionnelle, et ça depuis zéro. Ouais, le rêve de tout urbaniste, quoi. C'est ça. Alors, mais pas juste pour tracer des routes ou bâtir des aqueducs. Non, je parle de créer un écosystème social complet. D'accord. Souvent, notre premier instinct, c'est de se ruer sur la rédaction d'un code pénal massif. Ah oui, les règles avant tout. Exactement. Délimiter des frontières ultra sécurisées, inventer un système d'imposition implacable, c'est vraiment l'approche binaire, la règle pure et dure, ce qui est légal, ce qui est illégal. La fameuse méthode du bâton. Voilà, et bienvenue dans cette nouvelle plongée en profondeur. Notre mission aujourd'hui, c'est d'explorer un plan de société idéal qui a été conçu il y a plus de 2 millénaires. Rien que ça. Monumental en effet. Et en nous basant sur les livres 1 à 6 de ce texte, on va voir que pour lui, le véritable défi d'une société, il n'est pas du tout logistique. Non, il est psychologique. Exactement. Bon, décortiquons tout ça. Pour ceux qui nous écoutent, il faut bien comprendre pourquoi ce vieux texte est crucial aujourd'hui. C'est pas juste un vieux code juridique poussiéreux. C'est peut-être la toute première expérience de pensée sur le design comportemental. C'est très juste. L'approche purement coercitive, enfin, celle qui consiste à imposer l'ordre uniquement par la menace d'une punition, ça ne crée pas une société saine. Non, ça crée une prison. Voilà, au mieux, une prison très bien gérée. L'enjeu de ce texte, et c'est ce qui le rend si novateur, même pour notre époque, c'est vraiment ce passage d'une vision punitive de la loi à une vision formatrice. Comment concevoir des règles qui rendent les gens meilleurs sans les écraser, en fait? Exactement. Comment concevoir un environnement, des habitudes et des lois qui façonnent les individus de l'intérieur? Et le cadre que Platon choisit pour ça est fascinant. Ça se passe en Crète, sous un soleil de plomb. Une longue marche. Ouais, 3 hommes d'un certain âge qui marchent vers la grotte et le temple de Zeus. On a Clinias, qui est un Crétois, Mégios, un Spartiate, et un étranger athénien. Et cet Athénien, c'est clairement la voix d'Oplaton lui-même. Tout à fait. C'est un dialogue, certes, mais c'est surtout un immense choc culturel. Sparte et la Crète, ce sont des sociétés hyper militaristes, obsédées par la guerre. Et l'Athénien va totalement renverser leur vision du monde. Le contraste est posé dès les premières répliques, en fait. Vas-y, explique-nous ça. Eh bien, le Crétois et le Spartiate assument une position presque darwinienne avant l'heure. Pour eux, la paix, c'est une vaste plaisanterie. Une illusion. Voilà. Ils affirment que chaque cité est dans un état de guerre naturel et perpétuel contre toutes les autres. Du coup, toutes leurs institutions, genre les repas en commun ou la gymnastique, n'ont qu'un seul but. Préparer les corps au combat. Exactement. Survivre par la force. Et le raisonnement de base, c'est de dire, si on perd la guerre, toutes nos richesses et nos lois passent aux vainqueurs. Alors pourquoi cultiver autre chose que la force militaire? C'est pragmatique vu de leur fenêtre. Mais l'Athénien balaie ça d'un revers de main. Il leur dit qu'un vrai législateur divin ne vise jamais la guerre. La guerre, c'est juste un outil. Le vrai but, c'est la paix. Et la totalité de la vertu. Ouais, et ça m'a surprise la hiérarchie qu'il fait. Pour Platon, la sagesse est au sommet, ensuite vient la tempérance, puis la justice, et tout en bas, Le courage militaire. bonne dernière place pour le courage face au danger. J'imagine que ça a dû faire bondir le Spartiate. Cette relégation du courage militaire, ça les heurte profondément. Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont Platon justifie ça. Il explique qu'une cité qui ne vit que pour la guerre, c'est comme un corps humain qui aurait constamment besoin de purges médicales violentes pour survivre. Ah, la métaphore médicale. C'est l'état maladif par excellence. C'est ça. Le véritable homme d'État ordonne la guerre pour obtenir la paix, pas l'inverse. Et c'est là que l'Athénien va questionner les méthodes d'entraînement de Sparte. Et c'est là qu'arrive l'idée la plus folle et contre-intuitive du texte. L'Athénien leur demande comment ils forgent le courage. Ils répondent fièrement qu'ils exposent les jeunes à la douleur, au froid, au combat. Il forge une résistance implacable à la souffrance. Ouais. Mais l'Athénien pose une question piège. Il dit « Et vos institutions pour tester la résistance au plaisir, elles sont où ?» Et là, silence radio. La conception platonicienne du courage, elle prend tout son sens. L'Athénien dit que leur courage boite d'une jambe. Ils boitent d'une jambe, c'est une super expression. Oui, parce qu'ils savent repousser la douleur, mais ils s'effondrent face aux flatteries et aux tentations. Le vrai courage, c'est résister aux deux. Et l'outil que Platon propose pour tester cette résistance au plaisir, accroche-toi bien, ce sont les banquets très arrosés. L'usage stratégique de l'ivresse. C'est brillant, hein. Il imagine d'abord une sorte de potion de peur. Si on donnait ça à quelqu'un, il deviendrait terrifié.
Ça permettrait de tester son courage face au danger, mais dans un environnement sûr. Sans risquer sa vie sur un vrai champ de bataille. Voilà. Et les autres admettent que ça serait super pratique. Et là, l'Athénien dit « Bon, cette potion n'existe pas. » Mais son exact opposé, la potion de confiance, elle existe. C'est le vin? Le vin. Plus tu bois, plus l'arrogance et le sentiment de liberté augmentent, et la honte s'évapore. Le vin agit vraiment comme un révélateur chez Platon. À jeun, tu peux cacher tes failles morales. Mais sous l'influence de cette potion, ton âme devient malléable. Tu exposes ta vraie nature. C'est un test moral redoutable. En lisant ça, j'ai tout de suite pensé à un vaccin ou à un simulateur de vol. Ah ouais? Comment ça? On injecte délibérément une petite dose de chaos contrôlé, l'ivresse, pour que le citoyen développe une immunité contre ses propres pulsions. C'est pas mal vu. Et tout ça se fait dans un environnement hyper sûr, supervisé par un chef de banquet qui, lui, reste parfaitement sobre. Le citoyen apprend à lutter contre lui-même quand son cerveau lui hurle de lâcher prise. Cette métaphore immunitaire, c'est exactement la critique de Platon contre Sparte. Sparte interdit les fêtes par peur de la corruption. Mais fuir le plaisir, ça ne rend pas fort. Ça rend vulnérable. Voilà, le jour où le plaisir se présente, tu t'effondres. Donc il faut s'exposer au danger en laboratoire en quelque sorte. Mais bon, si ce simulateur d'ivresse teste un adulte, ça soulève une autre question. Comment on construit ce contrôle de soi dès le départ? Éducation. Ouais. Tu ne peux pas juste filer un pichet de vin à un ado et prier pour que ça passe. Ça demande une vraie ingénierie éducative. Et la métaphore que Platon utilise pour l'âme humaine, à ce stade, c'est sombre quand même. L'analogie de la marionnette. C'est ça, il dit qu'on est tous des marionnettes façonnées par les dieux. Et à l'intérieur de nous, on a ces espèces de fils de fer, durs, inflexibles, qui nous tirent dans tous les sens. Les passions, la douleur, la recherche effrénée du plaisir. Ouais. Et au milieu de ce chaos de câbles d'acier, il y a un seul petit fil, très doux, très souple. Le fil d'or et sacré de la raison. Qui incarne la loi publique. Et le drame pour Platon, c'est que les fils de fer sont surpuissants, naturellement, alors que le fil d'or, il est fragile. Il faut l'aider en permanence. Et c'est là que l'éducation entre en jeu. Le but, c'est pas d'entasser des connaissances dans la tête d'un gamin, c'est de lui apprendre à s'agripper à ce fameux fil d'or et à tirer dessus de toutes ses forces. Pour contrer les fils de fer. Exactement. Et il est super pragmatique. Il dit que l'apprentissage, ça passe par le jeu. Un futur bâtisseur doit jouer avec des maisons miniatures dès la pépinière. L'idée, c'est d'aligner le plaisir de l'enfant avec ce qu'il devra aimer une fois adulte. Aligner les plaisirs. C'est là que ça prend une tournure vraiment radicale, surtout quand on parle d'art. Ah, la musique et les chœurs. Pour lui, l'art, c'est pas du divertissement, c'est de la programmation morale. Il prend l'exemple de l'Égypte antique. Il dit que les Égyptiens ont trouvé les formes artistiques parfaites pour la vertu et qu'ils ont interdite toute innovation pendant 10 000 ans. Oui, des peintures vieilles de 10 millénaires, identiques à celles de son époque. L'art ne doit jamais surprendre. Et là, moi j'ai envie de crier au scandale. Figer l'art pendant 10 000 ans, interdire la moindre nouvelle mélodie. Vu de notre époque, c'est un cauchemar dystopique, non? C'est du lavage de cerveau étatique qui tue toute créativité. Ça paraît super autoritaire pour un esprit moderne, c'est clair. Mais il faut comprendre le traumatisme de Platon. Il théorise ce qu'il appelle la théatrocratie. La théatrocratie. Le pouvoir par le théâtre. En gros, oui. À Athènes, les artistes ont commencé à chercher la virtuosité et la vitesse juste pour provoquer des sensations fortes. Et on a laissé la foule ignorante dicter ce qui était beau ou pas, à grands coups de huées ou d'applaudissements. La dictature de l'audiomètre, c'est exactement ça. Et le mécanisme psychologique est redoutable. Quand la foule réalise que ses cris suffisent à décréter ce qui est bien, elle devient arrogante. L'ignorance qui se prend pour une experte. Voilà. Et le citoyen qui croit que son goût personnel guidé par le plaisir pur est supérieur à celui des experts, eh bien très vite il va croire que son opinion politique est supérieure aux lois. L'arrogance esthétique mène à la désobéissance civile. C'est dingue comme raisonnement. En gros, le chaos dans la musique entraîne le chaos dans la rue. Pour lui, oui, l'effondrement de l'ordre public commence par de la mauvaise musique. Alors si on pousse ça plus loin, que se passe-t-il quand ce fameux fil d'or de la raison est relâché par les dirigeants eux-mêmes? L'histoire nous donne de bons exemples. Et Platon adore les études de cas historiques. Il parle de ce mythe post-déluge. Les survivants isolés dans les montagnes étaient simples, bons, sans or ni argent. Pas de richesse, pas de corruption. Et dès qu'ils descendent dans les plaines, bim, l'accumulation commence et tout déraille. Mais l'étude de cas la plus folle, c'est la Perse.
Et voici où cela devient vraiment intéressant. L'échec des dynasties perses. L'ironie est tellement frappante. Prends Cyrus, c'était un général incroyable, il bâtit un empire colossal. Mais pendant qu'il fait la guerre, qui élève son fils, Cambyse, Les femmes de la cour et les eunuques. dans un luxe absolu. Le gamin est idolâtré, il n'entend jamais le mot non, personne ne lui apprend à tirer sur le fil d'or. Résultat, Cambyse prend le pouvoir, sombre dans la folie et ruine l'empire. Et l'histoire bégaye avec Darius. Mais oui, Darius, lui, il n'est pas né dans la soie, il a dû se battre, il redresse l'Empire. Et il fait exactement la même erreur avec son fils Xerxès. La richesse extrême, le privilège, c'est devenu un poison pour leur propre descendance. Si l'on relie ça à une perspective plus large, l'Athénien extrait de tout ça un principe politique majeur. Il identifie deux formes mères de gouvernement. Lesquels? D'un côté, la monarchie pure, Comme la Perse. l'autorité poussée jusqu'au despotisme, qui détruit l'amitié entre le dirigeant et le peuple. Des maîtres et des esclaves. Exact. Et l'autre forme mère, c'est l'extrême inverse, la démocratie athénienne. Trop de liberté. Voilà. Pendant les guerres médiques, la peur les avait unis autour des lois. Mais après, la liberté excessive a engendré l'insolence, la fameuse théâtrocratie. Donc la tyrannie étouffe et la liberté absolue désintègre. C'est le diagnostic de Platon. La cité idéale doit absolument mélanger ces deux éléments, l'autorité de la monarchie pour la sagesse et la liberté de la démocratie pour le consentement. Le juste milieu, quoi. Et le truc génial, c'est qu'après avoir tiré les leçons de Sparte, d'Athènes et de la Perse, il passe enfin à la pratique. Oui, Clinias lâche le morceau. Il révèle qu'il fait partie d'un comité pour fonder une toute nouvelle colonie crétoise, la fameuse page blanche. L'occasion d'appliquer toute la théorie. Ils vont concevoir Magnésie. Et ils ne laissent rien au hasard. Commençons par la géographie. On pourrait se dire, chouette, on va bâtir une ville côtière avec un super port pour le commerce, non? Surtout pas. Platon déteste ça. L'Athénien impose que la ville soit à 80 stades de la mer, presque 15 kilomètres. La logique est comportementale. La mer attire le commerce amène l'obsession de l'argent et des étrangers aux mœurs corrompues. Il cite même Homère pour prouver que les navires, psychologiquement, ça incite à la fuite plutôt qu'au courage. Avoir un bateau, c'est une excuse pour se carapater au lieu de se battre. Et puis il y a la démographie, l'obsession pour les mathématiques. Ah oui, le chiffre magique, 5040 citoyens. Pas un de plus, pas un de moins. 5040. Parce que ce nombre a 59 diviseurs. Et il est divisible par tous les nombres de 1 à 10 de suite. Mais pourquoi c'est si important administrativement? Pour éviter l'injustice et la jalousie. Si tu peux diviser la population en parts parfaitement égales pour les impôts, les terres ou l'armée, il n'y a jamais de reste. Pas de laisser pour compte. Exactement. L'harmonie mathématique empêche l'envie matérielle de s'installer. Et pour être sûr que l'avidité ne gâche pas tout, l'économie est hyper stricte. Interdiction absolue de posséder de l'or ou de l'argent à usage privé. Juste une monnaie locale fiduciaire. Et surtout, la richesse est plafonnée. On te donne un lot de terre et tu ne pourras jamais posséder plus de 4 fois la valeur de ce lot. Si tu t'enrichis trop, tu reverses le surplus à l'État. Sinon, confiscation et disgrâce. Platon veut éviter l'extrême pauvreté autant que l'extrême richesse. Les deux mènent à la guerre civile. Mais ça soulève une question importante. Comment tu imposes des règles aussi drastiques sans devenir un tyran absolu, ce qu'il déteste? Et c'est là qu'intervient la plus belle métaphore du texte sur la communication politique. L'analogie des deux médecins? Je l'adore celle-là. Ah oui, vas-y. En gros, il y a le médecin esclave. Il court partout, il donne des ordres tyranniques, il prescrit son truc, et il se casse. Il n'explique rien. C'est la loi purement punitive. Tu désobéis, tu paies. Voilà. Et en face, tu as le médecin libre, qui soigne des hommes libres. Lui, il s'assoit, il étudie la maladie, et surtout, il persuade le patient avant de le traiter. Il lui explique le pourquoi du comment. Et Platon dit que les lois doivent être comme ce médecin libre. C'est d'une modernité folle. Il dit qu'il ne faut pas juste interdire, il faut expliquer. Chaque loi doit avoir un préambule. Le législateur n'est pas un despote, c'est un éducateur. Il doit utiliser la persuasion d'abord, via le préambule, et ensuite seulement la force ou la sanction si la personne refuse d'écouter. Il faut bien noter que Platon est impartial ici. Il ne prend parti ni pour les élites riches qu'il limite à mort, ni pour un pouvoir populaire absolu. Son seul but, c'est l'harmonie et l'obéissance à la raison. C'est vraiment ça. En réunissant tout ça, on voit bien que pour Platon, une société, c'est pas juste un code pénal. C'est un écosystème total. L'éducation, l'art, l'économie, les mathématiques, tout est un immense design conçu pour nous faire tirer sur ce fameux fil d'or de la raison, pour nous rendre heureux.
malgré nos pulsions. C'est de l'ingénierie comportementale pure. Alors qu'est-ce que tout ça signifie au fond? J'aimerais laisser ceux qui nous écoutent sur une réflexion finale. Je t'écoute. Si le but ultime d'une société parfaite, c'est de calibrer notre environnement, l'art, les lois, la distance de la mer, juste pour qu'on soit conditionné à aimer le bien, Mhm. est-ce qu'on est vraiment libre, hein? La question de la liberté. Ou est-ce qu'on est juste de simples marionnettes qui fonctionnent de manière optimale dans une machine très bien conçue? C'est vertigineux quand on y pense. Et ça l'est encore plus aujourd'hui. Pensez à nos algorithmes modernes, à la façon dont on design nos réseaux sociaux pour tirer sur nos propres fils de fer. La dopamine, l'attention, Les algorithmes sont nos nouveaux législateurs platoniciens d'une certaine manière. c'est une pensée à méditer pour quiconque s'intéresse à qui tire vraiment les ficelles aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette plongée avec nous. À très bientôt.